Oui, alors c'est juste une anecdote en fait que j'ai vécue, mais qui permet d'introduire un petit peu ce sujet sur la productivité. Il y a deux grands enjeux. Un enjeu de productivité et un enjeu de positionnement de l'avocat sur le marché. L'enjeu de productivité, on en a parlé un petit peu pour la direction juridique, mais il est valable aussi pour tout type de prestations finalement juridiques, de commoditisation ou dont la valeur va tendre vers zéro. Et en fait, quand on est dans ces mécanismes-là, et moi c'est un constat, c'est une révélation que j'avais eue quand je montais une start-up pendant mes études, et je discute un soir avec des développeurs. J'étais la journée en cabinet d'avocat et le soir dans l'incubateur pour la start-up. Et je discute avec des développeurs qui m'expliquent en fait qu'ils ont un grand tableau. Et sur ce grand tableau, chaque semaine, ils écrivent au fur et à mesure de la semaine toutes les tâches qu'ils exécutent plus de 3 fois. Et en fait, la première réunion du lundi matin, c'est de se dire, OK, parmi toutes les tâches qu'on a mises sur ce tableau la semaine dernière, quelles sont celles qui sont les plus gros points de douleur et qu'on doit automatiser cette semaine. Et c'est leur feuille de route se construisait de cette manière-là. Et c'est de cette manière-là qu'ils décidaient des sprints dans lesquels ils allaient faire progresser leur outil ou le service qu'ils avaient décidé de délivrer. Et en fait, on se rend bien compte qu'on est aux antipodes en tout cas moi, de ce que je vivais à l'époque quand j'étais dans mon stage en cabinet d'avocat. On est aux antipodes de la manière dont les cabinets et dont la prestation juridique, dont la réalisation de la prestation juridique s'organise. Donc voilà, Thierry, je te laisse la main sur des aspects plus concrets, mais en tout cas, c'est une révélation et sur la productivité. Maintenant, il existe plein de choses très concrètes. Eh bien, je pense que la première chose que nous allons tous faire dès que nous allons pouvoir reprendre notre activité quasi normale le 11 mai, c'est nous poser la question de la digitalisation de nos cabinets, et cela à partir d'une démarche un petit peu du type de celle que Alexis vient de rappeler, c'est-à-dire un véritable état des lieux de la manière dont nous avons fonctionné pendant cet état d'urgence sanitaire ou pendant cette crise. Vous allez nécessairement vous poser la question, est-ce que j'aurais pu faire mieux dans les différents domaines qui sont ceux liés à la digitalisation? Est-ce que tous les membres du cabinet ont pu travailler normalement pendant cette période? Est-ce que mon logiciel s'est révélé adapté aux connexions et au travail à distance? Est-ce que mes liaisons étaient techniquement satisfaisantes? Est-ce que j'ai pu maintenir un service téléphonique à travers le déport de mon standard? Est-ce que j'ai pu proposer à mes clients immédiatement un service de visioconférence pour conserver le lien avec eux? Est-ce que j'étais doté de systèmes de règlement électronique ou est-ce que j'attendais désespérément des chèques et un postier qui ne passaient plus? Est-ce que tous mes dossiers étaient numérisés de telle sorte que je pouvais effectivement travailler à distance sans avoir à déplacer des dossiers? Est-ce que mes clients avaient de leur côté un accès distant à leurs dossiers qui leur permettait de travailler et de continuer à travailler avec moi? Ou est-ce que j'étais également capable de leur proposer de signer toute convention de manière électronique, à commencer d'ailleurs par une convention d'honoraires? Et puis Alexis, je crois que c'est toi qui commentes. Tout à fait. Sur le positionnement, donc le deuxième axe, il y a un axe sur la productivité, on vient d'en parler, et puis vous avez compris, c'est un point extrêmement important dans ce contexte de crise. Et puis il y a bien sûr un point de positionnement. C'est quel type d'activité, sur quel type d'activité je dois me positionner. Ici, on a un graphique que vous avez probablement vu, qu'on appelle le phénomène de longue traîne en marketing, qu'on retrouve aussi d'ailleurs en matière de référencement sur Google. Et qui consiste en fait à vous montrer que plus la demande est forte, donc vous avez la demande en abscisse, plus la demande va être forte, c'est-à-dire elle va tendre en fait par le point d'intersection avec leurs données, et plus la concurrence va être forte aussi. Et donc tout l'enjeu du positionnement de votre cabinet va être d'aller chercher des zones dans lesquelles la demande est beaucoup plus faible et dans lesquelles également la concurrence va être beaucoup plus faible. Et donc ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous positionner, de gagner des parts de marché dans des niches que d'essayer de travailler directement de manière frontale sur des marchés qui sont hyper concurrentiels et sur lesquels on va avoir déjà énormément d'offres concurrentes. Alors oui, donc ça c'est le premier axe. Premier axe, positionnement. Deuxième axe, ça va être d'innover dans la manière de vous distinguer dans les messages que vous allez faire passer pour prendre ces niches. Alors, pour ça, il y a plein de manières de faire pour vous distinguer, mais j'aimerais ici m'attarder un tout petit peu sur l'importance du design pour vous distinguer et pour innover. Alors, il y a plein de mots qu'on peut mettre derrière design.
J'aimerais juste au moins que vous reteniez ces 3 idées. La première des choses, ça va être d'utiliser le legal design pour communiquer de manière beaucoup plus visuelle. Alors, il y a plein d'applications de legal design, mais ici, en tout cas, je parle de visual legal design, qui est de communiquer de manière beaucoup plus visuelle des problématiques complexes de droit auprès de vos clients. Et donc, ça demande un effort d'intelligibilité, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un message qui est communiqué sous la forme d'une image va être retenu de manière significativement plus importante qu'un simple texte que vous pourriez envoyer sous forme d'un mémo d'une dizaine de pages sous Word. La deuxième chose, c'est que le design va vous aider à innover. Et on parle ici de design thinking qui va vous permettre finalement d'accompagner votre innovation, les solutions que vous pourriez co-créer pour des justiciables, pour des directions juridiques, pour des collectivités et ainsi de suite, en tout cas pour vos clients. Et puis enfin, le dernier point, c'est finalement de travailler sur des formats qui sont courts. Alors, il y a un exemple qui est une méthodologie importée de Google Venture qui consiste à passer d'une idée à un prototype en 5 jours. Pourquoi c'est intéressant et qui met le design à profit pour ça? Pourquoi c'est intéressant? Parce que plutôt que de vous dire que vous avez une très bonne idée et d'investir des dizaines de milliers d'euros dans un développement informatique, eh bien, vous allez d'abord vous demander si votre idée, finalement, elle va répondre à une problématique marché, à une problématique de vos clients. Et pour ça, vous allez suivre une somme d'ateliers avec un designer qui va vous permettre de passer de votre idée à un prototype pas fonctionnel justement, à un prototype simplement sous forme de maquette avec aucune ligne de code, mais que vous allez pouvoir monter en 5 jours à des utilisateurs. Et ça va vous permettre de valider justement la pertinence de votre démarche. Et donc, en 5 jours, vous allez pouvoir mettre à la poubelle une idée ou au contraire, choisir de la développer. Ça vous fait économiser du temps et potentiellement de l'argent. Alors, à rebours du legal design que vient de nous décrire Alexis, je vais vous offrir quelques éléments de la collection que je fais depuis un certain nombre d'années des messages automatiques de cabinets d'avocats qui me paraissent les moins élaborés, ou en tout cas les moins de nature à satisfaire les besoins des clients. Cette modeste chose que constitue un message automatique que vous renvoyez à vos clients, c'est évidemment un message très fort que vous leur envoyez, et c'est quelque chose qu'il faut nécessairement soigner pour leur donner l'image que vous voulez faire circuler de votre cabinet. Alors, je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire que de vous faire défiler à l'écran 2 ou 3 exemples de ces messages et vous laisser apprécier la pertinence, entre guillemets, marketing de ce type de réponse vis-à-vis d'une clientèle qui attend de la réactivité de votre part. Parce que ces messages, il va falloir les mettre en relation avec les attentes des clients telles qu'ils les expriment dans les enquêtes. Et ça, c'est extrêmement clair. Pratiquement 80% des clients des avocats attendent aujourd'hui une réponse dans les 24 heures. Et lorsque vous dépassez ce délai de 24 heures pour répondre, vous finissez par faire pratiquement 100% de mécontents chez vos clients. Alors, soyons clairs, il ne s'agit pas nécessairement d'une réponse qui soit une réponse totale, complète, etc., mais une réponse qui garantisse à vos clients que ces préoccupations sont prises en compte et qu'on va effectivement les traiter autrement, bien entendu, que de la manière dont j'ai essayé de l'illustrer tout à l'heure, à travers des messages qui donnent l'impression que chaque fois qu'on contacte le cabinet d'avocat, on est en train de le déranger alors qu'on est le client supposé être servi. Alors, en synthèse, non, pardon Thierry, c'est toi qui… Non, c'est toi, Alexis. J'avais un doute. En synthèse sur la productivité et le positionnement, eh bien voilà, retenez déjà qu'en temps de crise, on a plus que jamais de la valeur à créer avec de la productivité. Et donc, cette productivité, elle ne va pas être forcément aux antipodes d'une expérience client réussie, au contraire. Elle va vous permettre d'être meilleur, d'aller plus vite et de vous concentrer justement sur votre client. Le deuxième point, ça va être essentiel pour vous de clarifier votre positionnement. Ça impose de faire des choix et je réponds à une question qu'on me pose souvent. On me dit, OK, mais si d'un coup, je crée une offre de service de niche,
eh bien, on risque de ne plus me contacter sur mes autres activités. Ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est parce que vous faites un choix que vous allez renoncer aux autres dossiers que vous pourriez recevoir et qui vous permettent de vivre aujourd'hui. Vous créez ce qu'on appelle un axe de croissance qui va vous permettre de vous distinguer sur une niche donnée et de développer une activité nouvelle sur cette niche. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des choix et parfois de faire des choix assez radicaux. Ensuite, le design doit être au service de votre créativité. Oui, c'est accessible à tous et je réponds en même temps à des questions de gens qui me disent « mais vous êtes dans l'utopie la plus complète ». Pas forcément en fait. On a réellement, enfin moi je fais très très régulièrement des design sprints avec des avocats qui sont des néophytes complets et c'est possible de passer d'une idée à un prototype avec des néophytes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils font appel à des compétences extérieures. Évidemment, ce n'est pas tout seul dans leur cabinet qu'ils vont designer leur prototype. Évidemment. Par contre, ils vont être accompagnés de quelqu'un qui connaît et d'un designer et ensemble, ils vont pouvoir passer de cette idée au prototype en 5 jours. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes avocat individuel ou avocat et ce n'est pas parce que l'avocat est un peu partout dans la société. On voit souvent des slogans le droit est partout, l'avocat aussi. Donc l'avocat doit être omnipotent, doit être capable de gérer des relations presse, doit être un designer, etc. Non, l'avocat n'est pas ça. Mais par contre, l'avocat peut s'entourer de personnes qui ont ces compétences-là pour travailler ensemble et créer véritablement de la valeur ensemble. Donc, ne restez pas dans votre coin tout seul, mais entourez-vous de gens qui ont ces compétences-là pour apporter, pour changer le regard que vous avez sur votre métier. Et c'est comme ça que vous y arriverez. Désolé, j'ai pris une question, du coup, ça a été plus fort que moi. On va justement continuer à prendre des questions, mais cette fois-ci, c'est Guillaume qui va éventuellement nous les poser. Justement, par rapport au design, dans quelle mesure ça s'adapte justement face à une clientèle qui peut être très classique et qui peut avoir justement l'image d'une posture de l'avocat étant classique avec ses méthodes. Dans quelle mesure ne risque-t-on pas de déstabiliser sa clientèle avec des méthodes qui sont radicalement autres? Comment peut-on s'assurer qu'on soit dans le vrai et justement qu'on ne se trompe pas? Parce que voilà, tout ça prend du temps, peut prendre des ressources. Pour des cabinets qui sont petits, fragiles, ce n'est pas forcément évident. Comment fait-on? Je vais d'arrêter de prendre la question, Thierry, parce que je connais bien, j'accompagne régulièrement des cabinets sur ces sujets-là. Il faut commencer petit. Et moi, je dis souvent, il y a un terme dans le monde des startups, mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. En tout cas, c'est comme ça que j'en suis convaincu quand vous créez une offre nouvelle. C'est quick and dirty. Il faut aller vite. Et même si votre offre n'est pas parfaite au moment où vous la lancez, lancez-la quand même et regardez ce qui se passe. Et ce n'est pas parce que votre offre va être décalée par rapport à ce que vous faites habituellement que vos clients vont vous fuir. Si vos clients sont satisfaits du travail que vous faites avec eux au quotidien, ils ne vont pas partir parce que vous testez une nouvelle offre. Au contraire, oui, éventuellement, ça va les surprendre. Au pire, ça va les laisser complètement indifférents. Donc, n'ayez pas peur de tester des choses, d'aller très vite sur le marché. Et si ça fonctionne, à ce moment-là, vous allez itérer et améliorer votre service, votre offre, avec les retours en fait, d'expérience que vont avoir vos premiers clients ou vos premiers prospects. Et c'est comme ça que vous allez construire et améliorer votre offre en permanence. Et c'est comme ça également que vous allez créer une réponse qui va véritablement coller avec les attentes, avec les besoins du marché. Alors tout ça, c'est très bien. Justement, on a une remarque là-dessus. Mais dans quelle mesure toutes ces pistes d'innovation les plus intéressantes les unes que les autres seront-elles bien accueillies ou non par nos ordres qui parfois sont un peu rigides malgré tout? Guillaume, je suis désolé, mais on va te renvoyer au point numéro 10, c'est-à-dire les aspects déontologiques. On va essayer de répondre à cette question tout à l'heure. Parfait. Et bien alors, je vous laisse avancer.